Bonsoir à tous, merci d'être là, merci beaucoup à la FWA pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être ici, de se retrouver et de pouvoir échanger. Vous m'entendez bien ? Je pense que la première chose dont on peut discuter, c'est simplement le sujet qu'on a choisi, parce qu'on a été réunis tous les trois par la FWA pour parler d'un sujet en lien avec le patrimoine culturel. Maintenant, on a tous les trois des postes, des fonctions différentes aujourd'hui et donc des expériences différentes. Donc on s'est demandé ce qui nous réunissait. On a décidé de choisir les publics comme sujet. On a choisi aussi de mettre les publics au pluriel, pour évidemment représenter la diversité des publics, le fait que ce n'est pas un ensemble homogène et c'est une question à laquelle on est confronté tous les trois, tous les jours dans notre pratique. Et peut-être que je peux passer la parole avant de parler de ma pratique ou je continue, j'enchaîne, d'accord. Alors donc, merci pour la présentation. Comme vous l'avez dit, avec Julie qui est présente parmi nous, j'ai fondé Retrace il y a quelques années. Donc moi, je suis dans le secteur privé. Retrace, c'est une agence qui met en valeur le patrimoine à la demande. Ce qui signifie qu'on entend aussi le mot patrimoine au sens large et que donc les publics, c'est eux qui viennent à nous et c'est eux qui vont définir ce qu'est leur patrimoine. Je vais vous donner des exemples de projets qu'on a déjà réalisés et qui permettent d'illustrer la diversité de l'acception du mot patrimoine. Donc, on a évidemment travaillé avec des sujets qui sont assez évidents. Par exemple, on est en ce moment en train de concevoir le parcours didactique des jardins d'Annevoie, de superbes jardins d'eau qui sont dans le Namurois. Donc là, ça paraît assez évident et on pourra y revenir en quoi on a besoin de tenir compte des attentes du public pour créer un parcours didactique qui sera vraiment à la hauteur de leurs attentes. Mais on a aussi des demandes plus privées, plus intimes, et je vais prendre celle qui est la plus extrême, une dame qui est venue près de nous et qui nous a demandé de l'aider à transmettre des lettres intimes à ses enfants, petits-enfants, parce que c'est là le patrimoine familial, la mémoire familiale. Et donc, elle voulait une expertise externe pour mettre en valeur ces archives-là au sein d'un bel ouvrage qui allait pouvoir traverser le temps et les époques. Dans ce cas-là, on reste dans la sphère privée, c'est pas quelque chose qui sera diffusé au grand public, mais donc, dans notre pratique de tous les jours, au sein de Retrace, Julie et moi, on est vraiment amenés à envisager le patrimoine au sens large à cause de ces demandes des publics. Alors j'irai même plus loin si je repense au cours incroyable que j'ai eu à Cambridge grâce à la FWA. On a parlé de cette question des publics et combien les publics ont été de plus en plus pris en compte dans les textes, dans les chartes internationales qui ont pu être émises notamment par l'ICOMOS. Il y avait une charte qui était marquante par rapport à ce sujet-là, c'était celle de Boura en Australie, rédigée en 79. Et c'était probablement une des premières fois où on mettait vraiment la valeur sociale en avant, au cœur de la pratique. Une des premières fois où on essaie de moins opposer l'expert qui va dire ce qu'est le patrimoine au public, où on va vraiment se dire que le public a lui aussi son mot à dire pour définir le patrimoine. Pourquoi c'est arrivé dans le monde anglo-saxon avant d'arriver chez nous ? C'est en fait en lien avec des réclamations des communautés autochtones, des aborigènes d'Australie, qui souhaitaient que leur patrimoine soit interprété selon leur propre voix et pas uniquement selon celle de l'expert qui est l'archéologue. Et puis ça me fait penser à un autre projet qu'on a aussi réalisé au sein de Retrace et qui montrait également combien les publics sont attachés à des lieux et auront envie de les valoriser. Et je pense qu'il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui travaille aussi sur ce sujet, on a reçu la demande d'un comité de citoyens à Bernissart. Bernissart, évidemment, qu'est-ce que ça vous évoque immédiatement ? Les iguanodons, bien entendu. Et en fait, étonnamment, ce site, dans notre pays, il n'est pas protégé.
Les iguanodons, voilà, ils sont au musée, ils sont magnifiques, mais le site en lui-même, si vous allez aujourd'hui à Bernissart, il n'y a pas grand-chose. Et donc, il y a un comité de citoyens qui s'est dit, nous, on veut que tout ça soit du patrimoine, et on les a simplement accompagnés. Donc, la démarche reste la leur, mais nous, on les a accompagnés dans l'écriture d'une demande de classement qu'ils vont soumettre à la WAP pour classer ce site. Et nous, on les a accompagnés pour leur fournir le vocabulaire adéquat, pour expliquer pourquoi c'est un site qui a réellement une importance au niveau national. Et je pense que j'ai assez monopolisé la parole pour vous expliquer en quoi la diversité de nos publics va aussi influencer notre perception de la définition du patrimoine. Merci Annabelle, et je pense que je vais prendre la suite, si c'est OK pour Kim. Donc tout d'abord, un grand merci à la Fondation Wiener-Anspach de nous accueillir ce soir. C'est évidemment un honneur d'être invité ici à partager nos expériences. Et quant à moi, au niveau du musée de Binche, ce qui est très intéressant, donc c'est un musée, pour vous retracer un petit peu l'historique, qui a été fondé en 1975 par Samuel Glotz, qui est un historien local. Et dans les années 50, il a eu cette idée. À l'origine, il voulait en fait créer un musée du carnaval de Binche. Parce que, comme vous le savez probablement, le carnaval de Binche est très, très connu. Il est encore plus connu depuis qu'il est reconnu à l'UNESCO depuis 2003, mais il était déjà très connu au 19e et au début du 20e siècle. Et il a commencé à étudier le carnaval de Binche et il s'est rendu compte, en fait, que le carnaval de Binche était à rattacher au carnaval européen, et les carnavals européens en fait étaient des rituels masqués très anciens qui prenaient leur source dans l'Antiquité gréco-latine et donc qui pouvaient être tout à fait comparables à des rituels extra-européens, donc que ce soit africains, asiatiques, américains, océaniens. Et donc il y a vraiment un fond rituel ancestral là-dedans qui a été après récupéré par l'Église chrétienne au Moyen-Âge, mais on voit encore dans des petits villages comme les Alpes des rituels qui se passent encore aujourd'hui et qui sont impressionnants de ritualisation et de choses très intéressantes. Et donc il a décidé d'ouvrir ce musée en fait en étudiant les traditions masquées du monde entier. Et c'était vraiment son originalité. Et c'est ce qui nous mène aujourd'hui à avoir des collections qui comprennent à peu près 30 000 items du monde entier. Donc c'est vraiment un challenge pour nous. Puisqu'on collecte des éléments qui viennent de communautés très diverses dans le monde et qui ont rapport avec du patrimoine immatériel, puisque ce sont des rituels vivants, des rituels masqués, des rituels qui en général impliquent des esprits supranaturels, que ce soit des ancêtres, des divinités, donc qui impliquent la mythologie des communautés, qui impliquent aussi toute une série de gestes, d'accessoires, de sons, de musique, de danse. Donc il y a plein de choses autour de ces masques et de ces costumes qui tiennent au patrimoine immatériel. Et donc bien sûr à l'identité des communautés. Et il va de soi que de plus en plus, bien sûr, il y a les attentes du public, comme disait Annabelle, et bien sûr depuis les années 70, il y a tout ce mouvement qui a mis du temps à arriver dans nos régions, mais qui fait que les musées, les institutions culturelles doivent se réinventer en permanence et interroger le rapport au public. Et puis nous, on a ce lien particulier en tant qu'institution qui collecte des pièces d'ethnologie par rapport aux communautés. Et donc, il y a une attention très importante qui est portée de notre part, surtout depuis, je dirais, les 10 dernières années, parce que c'est aussi au cœur de l'actualité, la restitution, la décolonisation, etc. Là. Et donc, on fait de plus en plus attention à ce qu'on collecte et aussi à impliquer les communautés concernées. Donc, par exemple, on a fait une exposition il y a 4 ans d'une communauté d'Amazonie, une communauté qui s'appelle les Ticuna, qui vit à cheval entre le Brésil et la Colombie, grâce à un chercheur belge qui va depuis 30 ans dans cette communauté en particulier.
Et donc, grâce à lui, on a collecté des pièces. Mais notre idée, c'était d'aller plus loin que ça. Et donc, on a invité le chef de la communauté en amont du vernissage, pour co-concevoir avec nous l'exposition. Et on voulait vraiment qu'il puisse y mettre sa patte. Et donc il a par exemple dessiné des dessins de son clan sur la case des fêtes qu'on avait reconstituée dans l'exposition. Et puis il a été là pour le vernissage, bien sûr, il a donné une conférence. Et ça a clôturé en fait vraiment une campagne d'acquisition qui maintenant du coup nous donne une collection qui comprend à peu près 300 pièces de cette communauté-là, avec des pièces bien sûr rituelles et aussi des pièces de leur vie quotidienne. Et donc, pour moi, ça, c'était vraiment une expérience réussie, en se disant, voilà, on a réussi à respecter cette communauté à la fois dans la campagne d'acquisition et à la fois dans la mise en place de l'exposition et donc du rapport, bien sûr, qui est entretenu avec le public. Voilà, et donc, évidemment, on n'a pas toujours la possibilité financière ou pratique de pouvoir faire des missions de terrain pour toutes les pièces qu'on acquiert, mais ce qui est sûr, c'est qu'on essaye de plus en plus d'être vigilant et aussi du coup d'adapter le discours dans les salles d'exposition par rapport à ces communautés ou par rapport à certains masques ou pièces de collection dont on est héritier et qui ont une histoire difficile. Donc ici, on est en pleine rénovation d'une exposition pour notre exposition permanente qui ouvrira au mois de juin. Et notre équipe a effectué une mission de terrain en Caroline du Nord, chez les Cherokees, l'été dernier. Donc on a acquis des nouvelles pièces qui sont sculptées par des sculpteurs contemporains. Et en même temps, on leur a montré un de nos masques qui était dans nos collections et qui est un masque Cherokee ancien. Et ils étaient assez surpris et même choqués de se rendre compte qu'en fait, on possède dans nos collections un masque qui pour eux est extrêmement sacré. Alors voilà, là se pose la question de savoir ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on la restitue? Est-ce qu'on la masque? Est-ce qu'on la cache dans nos réserves? Parce qu'en fait, le conservateur du musée Cherokee nous a expliqué qu'eux, ils ne montrent plus ces pièces-là, donc ils les gardent en réserve. Et finalement, notre décision ici, ça a été de la mettre au centre des 9 pièces qui ont été ramenées par l'équipe en août dernier, et de mettre un voile devant la vitrine. Et sur ce voile sera imprimé un texte qui raconte l'histoire de ce masque. Parce qu'on se dit, voilà, on est une institution muséale, on est héritier de cette histoire, et on doit pouvoir la transmettre et l'expliquer de manière relativement transparente au public. Voilà pour ma part, pour l'instant. Je laisse la parole à Kim. Donc voilà, moi je suis le directeur général des musées royaux et des beaux-arts de Belgique. Les musées royaux constituent un ensemble de musées. Donc on a le musée d'art ancien, le musée d'art moderne, musée fin de siècle, musée Magritte, musée Wiertz, musée Meunier. Et pour rebondir sur la question de la pluralité des publics, il est évident que les personnes qui vont visiter le musée Magritte n'ont pas du tout le même profil que les personnes qui vont visiter le musée Meunier, qui, même s'il est tout près de l'ULB, voit très peu de visiteurs de l'ULB, je le regrette. Donc, message aux collègues, c'est tout près. Bon, les heures d'ouverture sont parfois un peu compliquées, mais n'hésitez pas à y aller. Et je pense que la diversité des publics, elle est aussi à comprendre d'un point de vue plus global. Donc, au musée royaux, il y a un long historique de vraiment d'essayer d'attirer des publics différents. Donc, on a notamment, au musée, été le premier musée qui a inventé, d'une certaine manière, des terminologies d'histoire de l'art en langue des signes. Donc, comment on dit impressionnisme en langue des signes? Finalement, ce n'est pas un mot commun. C'est au musée que ça a été inventé pour la langue française. On a des actions qui sont à destination de publics qui ont vraiment des maladies mentales. Donc, on travaille aussi avec des hôpitaux. On a aussi cet élément-là. On a des réflexions aussi plus menées sur ce qu'on pourrait appeler la consommation culturelle. Donc, en moyenne, combien pensez-vous qu'on reste de temps devant une peinture? C'est 24 secondes la moyenne. Et donc, par rapport à ça, on a mis en place des réflexions au musée sur du slow art, où parfois on passe 1 heure devant une seule œuvre. Et je trouve que c'est intéressant de se poser la question, finalement, on a la question des publics, mais aussi de leur relation avec les œuvres. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? On a des options de méditation au musée. On a vraiment tous ces éléments-là qui sont aussi des moyens pour le public de percevoir les œuvres différemment.
d'une certaine manière, dans la question sur les publics, voilà, on est le musée qui a le plus de visiteurs en Belgique. On doit tenir compte de toute cette diversité de visiteurs. On doit aussi se poser la question de qui sont ces visiteurs. Donc, une bonne partie de nos visiteurs sont finalement des étrangers. On a une localisation hyper centrale. Bon, évidemment, on est le meilleur musée au monde, mais on a quand même la chance d'être très, très central. Et donc, évidemment, ça a une influence sur les publics qu'on attire. Ça a une influence sur aussi les publics qu'on veut développer. D'un certain côté, je pourrais être très content en me disant j'ai 65% de touristes étrangers, mais je pourrais aussi le voir de l'autre façon, me dire mais pourquoi j'ai que 35% de public belge? Donc, c'est toujours une question, on peut se dire quel est le public que je veux développer, comment je veux développer ce public, vers où je vais aller. D'une certaine manière, je trouve qu'on a un déficit finalement de public belge qui n'est pas spécifique au musée. Normalement, la plupart des gens vont visiter le musée quand ils sont eux-mêmes touristes. On visite moins les musées de chez soi. On se dira toujours j'irai demain. Une de nos missions, c'est de faire en sorte que demain soit aujourd'hui. D'arriver à se dire finalement pourquoi pas aller au musée plus fréquemment. Ça veut dire qu'on doit avoir une réflexion sur nos collections. Donc il y a toute un rêve de l'exposition comme étant vraiment on va avoir une exposition. Et ici, ce que j'ai demandé à mes conservateurs, c'est d'avoir une réflexion sur la collection permanente pour qu'il y ait une rotation régulière des œuvres. Que tous les 2 ans, on ait 10% des œuvres qui changent sur base d'une thématique. Pour montrer qu'en fait, le musée, c'est un choix curatorial. On montre un ensemble d'éléments. Alors, il y a quelques chefs-d'œuvre qu'on a d'office montrés, d'accord, il y a encore chefs-d'œuvre, on peut en discuter. Mais c'est des choix. Et donc, parfois, on a une œuvre de qualité équivalente en réserve, et encore une autre de qualité équivalente, encore une troisième, une quatrième. Les collections sont extrêmement riches. On présente 4% peut-être de nos œuvres, donc ça veut dire qu'on présente beaucoup de choses quasiment jamais ou très peu. Et donc c'est aussi l'idée c'est ce que j'essaye de développer, c'est de montrer qu'en fait, on est venu au musée, les gens ont dit j'ai fait le musée de, et j'ai envie de dire ouais, j'y suis tous les jours et je ne l'ai pas fait. Parce qu'il y a tellement de choses différentes, il y a tellement d'œuvres qu'on n'a pas vues, et je le vois en étant au musée, parfois on fait régulièrement des prêts à l'étranger, et puis je me passe dans une salle, je me dis tiens, on avait ça aussi, waouh. Bon, je suis un jeune directeur, je découvre encore des choses, mais c'est vraiment, je pense que c'est valable pour tout le monde et qu'il y a ce côté d'émerveillement, et les collections, les 30 000 masques, il y en a aussi, on ne peut pas les montrer tous, et ça fait partie pour moi de la réflexion à mener sur vraiment qu'est-ce qu'on transmet, comment on le montre, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait des interactions. Et puis il y a comment est-ce qu'on regarde notre pratique. Donc on a des guides on a des services éducatifs, on a vraiment des choses exceptionnelles. Mais de temps à autre, il faut regarder ce que fait le public. Et c'est un peu pour les amateurs de chats, vous achetez un arbre à chat, vous savez, les trucs où il va faire ses griffes et se promener, puis il ne va jamais dessus. C'est quand même le chat qui a raison, quoi. Et c'est un peu la même chose parfois, on imagine des choses pour les publics, on se dit ça va fonctionner, et c'est dur de se dire que ça n'a pas fonctionné, mais c'est à nous de nous remettre en question. Le public, finalement, c'est lui qui a raison. Et donc c'est aussi une façon de repenser qu'est-ce qui fait en sorte que le public vienne, qu'il revienne. Et pour moi, il y a un défi qui est global, qui est partagé par tous, c'est aussi comment est-ce qu'on fait en sorte que le musée ait une résonance sociétale, qu'il arrive à avoir finalement autre chose que juste un musée d'art, mais un musée qui amène la réflexion sur des questions de société, qui soit plus loin que juste l'expérience esthétique. Parce que c'est un moyen aussi d'attirer d'autres publics, c'est un moyen de réfléchir nos œuvres, de les regarder différemment, de les penser différemment. Et ici, il y a des éléments sur lesquels on a vraiment des choses à dire, où les musées eux-mêmes ont un dialogue à créer. Donc si on prend le changement climatique, on pourrait dire les musées, le réchauffement climatique, ça ne les concerne pas tellement. En fait, ça nous concerne énormément. Je veux dire, les frais d'énergie d'un musée d'art, c'est énorme, parce qu'on doit garder une température constante, une hygrométrie constante. Et donc, c'est toutes des réflexions qu'on n'a pas, mais pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Point positif du fait qu'on doit tout garder constant, en été, si vous voulez avoir du frais, venez au musée. Et donc, on a maintenant, si vous voyez les musées Royaux des Beaux-Arts, on a le musée d'art ancien, vous avez ce forum à l'entrée, il est gratuit. Et d'une certaine manière, c'est quelque chose sur lequel on communique en se disant, finalement, si des gens qui n'osent pas passer le pas et aller dans un musée, ils rentrent parce qu'il fait frais, c'est un point de départ. On espère qu'après, ils diront, tiens, peut-être qu'un jour, je prendrai un ticket pour voir la suite. Mais c'est une réflexion à mener vraiment de manière plus large, de dire comment on attire des personnes dans un musée. On a la chance d'être géographiquement bien localisé et on a un bâtiment impressionnant qui a des côtés positifs, c'est très impressionnant, mais des côtés négatifs. Cet ample musée,
ont un côté, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude des musées, extrêmement impressionnant. Ils disent, c'est pas fait pour moi. Et ça, c'est un travail énorme à mettre en place, d'arriver à dire que le musée est pour tout le monde. Et ça veut dire aussi qu'en termes de ce qu'on montre, l'inclusivité, la diversité, ça fait aussi partie du fait que le musée doit être pour tout le monde. Et là, les musées royaux des Beaux-Arts, ils ont un historique mitigé. Donc on a un musée qui très tôt a eu des directrices femmes, donc dans les années 40. Donc ça, ce côté-là, on est bien. Le reste, moins. C'est-à-dire qu'en termes d'œuvres, on est en train de mener une réflexion pour montrer des œuvres qui sont liées à la Belgique, puisqu'on a un musée fédéral et que c'est des artistes liés à la Belgique. Mais dans cette réflexion qu'on doit mener sur les artistes liés à la Belgique, il y a évidemment l'évolution de la Belgique. Évidemment, on a une diversité qui s'est créée au fil des temps. Il y a évidemment la question du genre sur lequel on a vraiment du travail à faire. Mais il y a aussi la réflexion sur la manière dont on présente les œuvres. Donc l'œuvre sans doute la plus connue du musée d'art ancien, c'est La mort de Marat, Jacques-Louis David. On peut la présenter comme une œuvre révolutionnaire, on peut la présenter de plein de manières différentes. Mais une autre façon de la présenter, c'est de dire que cette œuvre est arrivée au musée parce qu'en fait Marat est un réfugié politique. Et c'est tout à fait une autre façon de penser la chose. Et finalement, elle est là pourquoi ? Parce que David se réfugie en Belgique après la Restauration et qu'il est accueilli par la Belgique et qu'à la fin, son petit-fils décide de léguer cette œuvre pour remercier l'accueil de la Belgique. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de regarder l'artiste comme étant le grand artiste qui évidemment qu'il était, mais on peut le penser aussi comme quelqu'un qui est un réfugié politique. Et c'est une autre façon de réfléchir l'œuvre, une autre façon de présenter l'œuvre, une autre façon de la voir. Et donc je pense que ça, c'est un travail que nous, en tant que musée, on doit faire. C'est vraiment d'avoir une réflexion sur comment est-ce qu'on réfléchit nos œuvres, comment est-ce qu'on les présente, comment est-ce qu'on peut les voir de manière différente. Il n'y a pas une bonne façon de voir les œuvres, il y en a plein. Et c'est ça un travail sur lequel je pense qu'on doit travailler pour des publics différents, parce que chaque public a une approche différente des œuvres. Et un autre défi, puis après je laisserai un peu, parce que j'arrête pas de parler, un autre défi qu'on a aussi au musée, c'est un défi de contextualisation. Les changements démographiques ont fait que des œuvres qui étaient peut-être plus accessibles à 20-30 ans le sont de moins en moins. On prend des œuvres récemment, voilà, j'étais avec une connaissance, on est devant une Pietà, Van der Weyden, et la jeune femme à côté de moi me dit « Ah, le Christ, c'est celui qui est en rouge ». Je dis « Non, en fait, le Christ, c'est celui qui est un peu allongé, là, qui n'est pas en forme ». Mais ça veut dire à quel point on a vraiment des questions d'éducation qui sont... Et ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas éduqué, c'est pas c'est juste une jeune personne qui n'a pas d'éducation religieuse et qui n'a pas eu d'éducation d'histoire de l'art et qui se dit je sais pas qui est qui, quoi. Et donc on a vraiment ce défi-là aussi de dire que des œuvres qui, pour certains publics, peuvent sembler faciles à lire, ne le sont pas pour d'autres, et on doit tenir compte des changements dans la population pour aussi se dire de quoi on parle. Et la personne dont je vous parle n'est pas d'origine, c'est une personne qui est pas d'origine immigrée, hein, c'est un nom belge, on ne peut pas imaginer plus belge. C'est pas la question, c'est simplement dire que les sociétés évoluent et on a des rapports à la religion qui ont changé, on a une partie importante de nos œuvres qui sont liées à un passé. Et donc la question de la médiation, elle se pose de manière différente parce que les populations évoluent et c'est un de nos gros défis, quoi. Alors j'aimerais bien rebondir justement sur le mot médiation. On va vouloir utiliser le mot médiation plutôt que communication parce que ça permet justement de comprendre qu'il y a un aller-retour en fait entre ce qu'on va appeler communément le public et l'expert. On est de plus en plus conscient et on doit que le public ne va pas arriver comme une page blanche et qu'on va lui délivrer un message qu'il va absorber. L'idée, c'est vraiment qu'il va construire ses connaissances et les connaissances qu'on va lui délivrer sur la base de toutes ses expériences personnelles. Alors, pour nous, c'est très important d'apprendre à connaître notre public, évidemment. Maintenant, c'est pas facile. Pour le connaître et pour savoir comment créer une bonne médiation, il y a évidemment des outils qui existent dans la littérature, des guidelines, j'ai envie de dire, qui vont nous dire ce qui va permettre de faire un parcours didactique percutant. Donc il faut provoquer les questions, par exemple. Il faut justement faire des références au quotidien des gens pour qu'ils puissent vraiment se sentir plus inclus, plus concernés par le propos qu'on va partager. Mais en fait,
chaque site a ses spécificités, j'ai envie de dire, et ça vaut la peine aussi d'apprendre vraiment à connaître le public du site en question. Et dans ce contexte-là, ce qu'on a déjà réalisé, c'est un audit de la médiation culturelle. On a eu la confiance de la Citadelle de Dinan pour réaliser ça. Donc dans ce contexte-là, on est allé sur le site, visiter d'abord de manière autonome, avoir notre propre regard sur ce qui avait été mis en place, mais on a aussi suivi des visites avec le public pour essayer d'observer leur interaction avec tous les dispositifs, tous les supports didactiques qui existaient. En fait, on appelle ça dans la recherche l'observation participante. Et dans ces moments-là, ça révèle énormément de choses. Une petite anecdote pourrait être simplement le fait qu'à un moment, on se retrouve dans une salle où il y a des canons qui sont exposés et puis des panneaux didactiques qui vont parler des uniformes des soldats de l'époque. Inutile de dire que le public ne s'est pas du tout retourné sur ces panneaux-là, mais par contre, pas tous, mais un gros pourcentage des visiteurs a fait l'exercice de sous-peser les boulets de canon. Et là, on voyait que ça suscitait vraiment des discussions au sein des familles, petits et grands. Et on se dit, tiens, là, il y a quelque chose à saisir pour essayer de passer un message percutant et qui vont retenir. Et donc, cette remise en question à travers l'observation, et puis évidemment les questionnaires, ça c'est une méthode plus classique, remettre un questionnaire en fin de visite et puis analyser les résultats. Là, ça permet d'avoir des données un peu plus quantitatives que qualitatives. Ça apporte un éclairage incroyable sur le travail qu'on fait. Et dans le cadre du mémoire que j'ai eu la chance de pouvoir faire à Cambridge, je m'étais posé la question de la représentation de l'incertitude dans les discours archéologiques. Alors pour être plus claire et plus précise, souvent quand on va dans un musée d'histoire, d'archéologie, on va nous présenter une ligne du temps avec des données assez claires et on ne va pas mettre en évidence là où il reste des points d'interrogation en fait. Or, on sait très bien quand on a eu la formation qu'il y a encore énormément de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Et c'est ça qui est excitant aussi, c'est ça qu'on a aussi envie de savoir. Et donc l'exercice était d'essayer de comprendre s'il y avait une place pour l'incertitude dans la médiation qui était offerte au public. Le cas d'étude, c'était Stonehenge. Évidemment, c'était un cas d'étude idéal parce que là, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et en fait, l'a priori que j'aurais eu tendance à avoir et que lorsque j'ai partagé le sujet avec l'un ou l'autre professeur, l'a priori qu'on pouvait avoir, c'était non, les gens aiment plutôt avoir des réponses, qu'on apporte les réponses à leurs questions. Puis finalement, la recherche elle a vraiment nuancé cet a priori-là. Il y avait vraiment un intérêt parce que ça permettait de susciter le débat, et en particulier dans d'autres dispositifs que le musée. Par exemple, dans les outreach events, donc plutôt un événement plus ouvert au public, plus communautaire, donc une journée archéologique, un peu festival comme ça, mais toujours à Stonehenge, donc les mêmes questions, le même sujet, mais là, dans ce type d'événement, on avait vraiment l'occasion de laisser plus de place au débat, aux questions, notamment parce qu'il y avait les archéologues qui étaient là et qui donc pouvaient partager en direct toutes les questions qui se posaient, puis aussi parce qu'il y avait une grande place qui était laissée à la méthode, parce qu'en fait, les gens s'intéressent autant aux résultats et aux réponses qu'on a sur l'histoire, sur le passé, qu'à la manière d'atteindre ces résultats. Et pouvoir mettre en évidence la méthode, le processus de recherche archéologique, ça permettait aussi de laisser une place à l'incertitude. Donc tout ça pour dire que lorsqu'on est en contact direct avec le public, on va être parfois surpris de nos préconceptions et une médiation, à mon avis, doit régulièrement être requestionnée et adaptée et ajustée en fonction de ce qu'on observe sur le terrain. Puis je pense que l'exemple du chat est très juste.
Voilà, et moi je vais rebondir ce que vous avez dit tous les deux, c'est vraiment évidemment très très juste. Je pense que déjà on fait face à une diversité de publics impressionnante en tout cas en tant qu'institution culturelle, mais bien sûr vous aussi, Ritrace. Et donc je pense que d'essayer d'approcher ces différents publics, ça prend énormément de temps et d'énergie, bien sûr, et c'est pas toujours facile d'avoir un discours qui soit le plus large possible aussi et qui essaye de toucher les différents publics, parce que bien sûr, on a des publics jeunes, on a des publics scolaires, on a du public individuel, on a du public senior, des adultes, des groupes, des gens adultes qui viennent seuls, et puis après, on a des publics en situation de handicap aussi, on a les publics qui sont dits socialement défavorisés, et donc dont tu parlais, Kim, où là, ça va en fait pas spécialement être la barrière financière, mais c'est souvent des obstacles symboliques qui se posent, parce que le musée est vu un peu comme un espace sacré, un temple dont on n'ose pas franchir la porte. Et donc c'est aussi cette idée d'essayer d'ouvrir une porte vers ces publics-là. Et pour vous partager un petit peu, moi, mon expérience au sein du musée, en 2018, on a refait totalement l'exposition permanente qui est dédiée au Carnaval de Binche. Donc il a ouvert en 2018, mais c'est un projet qui a débuté en 2014, quand je suis arrivée au musée en tant que conservatrice adjointe. Et en fait, quand je suis arrivée, l'auteur de projet avait déjà été nommé, le scénographe, etc. Donc je suis arrivée un peu dans le train en marche, et j'ai mené ce projet qui finalement a ouvert en 2018. Et c'était un peu ma première expérience d'exposition permanente et de gros projets. Et voilà, quand on l'a ouvert, donc il s'était pensé comme un centre d'interprétation, c'est-à-dire que c'est censé être un espace immersif, et où finalement les pièces de collection sont là, mais le principal c'est tout ce qu'il y a autour et qui justement aide à la médiation du public. Voilà. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'étais assez déçue à l'ouverture, parce que je savais que ça répondait pas exactement à ce que moi j'avais dans l'idée, mais on était, comme je vous dis, j'étais coincée aussi parce que je suis arrivée un peu en cours de projet, et donc je me suis dit tout de suite, bon, ça va être très intéressant d'observer comment le public va recevoir ce nouvel espace et comment ça va se passer. Et donc, bien sûr, il y a eu des choses qui ne marchaient pas. Par exemple, on avait mis une ligne du temps avec de l'année carnavalesque à Binche et avec des photos. Et il fallait cliquer sur... D'abord, il fallait télécharger une application et puis, sur son téléphone, cliquer sur la photo et on avait une vidéo. Voilà. Et en fait, on a eu beau rajouter des titres, rajouter un roll-up pour dire « allez-y, c'est une ligne du temps interactive », rien à faire. Il y avait 2 clics sur l'année. Donc c'était très intéressant de voir que voilà, ce type de dispositif était en fait à bannir. Et puis on a eu le Covid qui est arrivé, et avant que le Covid arrive, en fait, on avait décidé d'agrémenter l'espace avec notamment des lunettes interactives. Donc c'est des lunettes en 3D qui permettent de plonger dans l'atmosphère du carnaval. En fait, le Covid est arrivé et c'est tombé à pic parce que ce carnaval-là a été annulé à Binche. Et donc, en fait, on a fait un appel à la population binchoise en disant « Venez vivre votre carnaval autrement ». En ressentant les vibrations du carnaval au sein du musée. Et donc c'était très chouette parce que là, on a réattiré un public local en fait au musée, qu'on avait déjà essayé d'attirer avec des collègues d'archives et des choses comme ça pour sortir la nouvelle expo, mais ça a rajouté un élément qui était très chouette. Et en effet, il y a vraiment beaucoup de Binchois qui sont venus et qui ont dansé avec les lunettes sur leurs yeux. Voilà. Après, en fait, ces lunettes, elles n'ont pas beaucoup fonctionné dans le temps parce que se pose le problème de la maintenance de ce type de matériel. Donc normalement, si on met ce type de lunettes, il faut
du personnel pour s'en occuper. Et donc les gens chipotaient aux manettes, sortaient du jeu, etc. Donc on a décidé d'en faire autre chose. Et à l'occasion du 20e anniversaire de la reconnaissance du carnaval de Binche par l'UNESCO, qui avait lieu l'année dernière, on a inauguré 2 nouvelles salles. Et là, je dois dire que c'est un franc succès, donc je suis assez contente. Donc la salle introductive a été complètement revisitée. Et en fait, j'avais cette idée de pouvoir proposer aux visiteurs d'expérimenter le cœur du rituel binchois, qui est la danse. Et là, on est vraiment en plein dans le patrimoine immatériel. Et donc, on a été trouver un prestataire qui a imaginé en fait un sol en vrai pavé qui est interactif. Et donc, quand en fait, le visiteur peut se munir de vrais sabots, donc il y a une armoire avec des sabots de pointures différentes. Le visiteur peut monter sur le sol en pavé connecté et commencer à danser. Et en fait, en face de lui, déjà, il a un écran avec un Gilles qui danse pour lui donner la cadence, silencieusement. Et puis, il y a un tambour, une grosse caisse, et des masques et des ramons. Donc les ramons, ce sont ces fagots de brindilles de bois que le Gilles utilise pour rythmer sa danse. Et donc quand il commence à danser en rythme, le tambour et la grosse caisse se mettent en branle et jouent grâce à un système de pression mécanique. Et ça a été un franc succès en fait, et ça l'est encore. Les visiteurs, petits, grands, peu importe, tout le monde s'amuse à danser. Et là, on peut dire que l'expérience est assez complète, puisque c'est vraiment ce qui constitue le carnaval de Binche. Et puis, dans la dernière salle, on a fait un jeu de lancer d'oranges, parce que vous le savez probablement, le Gilles lance des oranges au public le Mardi Gras après-midi. Et donc on a mis une photo de foule avec des mains en plexiglas qui ressortent là où il y a des mains tendues. Donc on a vraiment pris une photo de vraie foule lors d'un Mardi Gras après-midi. Et donc le visiteur appuie sur un bouton rouge. Il y a un score, enfin il y a un petit tableau avec 60 secondes. Vous avez un panier à prendre avec des balles en plastique orange et les mains qui s'allument sont censées être frappées par des oranges et vous avez un score qui s'affiche à la fin. Voilà. Et à nouveau, petits et grands s'amusent. Et donc ici, je peux dire que maintenant je suis plus ou moins satisfaite de cette expérience du visiteur, parce que je vois que voilà, la réceptivité du public est chouette. Maintenant, c'est clair que pour les publics malentendants ou qui ont en situation de handicap, ce type d'installation est évidemment pas très utile. Et donc, dans la nouvelle exposition permanente qu'on va ouvrir au mois de juin, on a essayé de penser à des dispositifs immersifs du type dont je vous parle, mais qui aussi sont tournés vers des publics qui sont soit malentendants, soit malvoyants, ou en PMR, en chaise roulante. Et donc, voilà, je pense que la réflexion, en fait, elle ne s'arrête jamais d'avoir lieu, parce qu'il y a tellement de choses à faire et tellement d'expériences à faire vivre aux visiteurs. Et c'est ça qui est évidemment très stimulant, je pense, pour des gens comme nous. Est-ce que tu... J'ai réussi de nouveau. Je peux évidemment encore rajouter des éléments sur le public. Donc la question de l'aspect plus ludique, hein, qui est évidemment un moyen de faire rentrer dans le musée, de faire en sorte que les publics participent. La question de dispositifs spéciaux de manière générale. Donc on a notamment des œuvres d'art qu'on a, je ne sais pas comment l'expliquer différemment, qu'on a reconstituées pour les personnes non-voyantes, donc ils peuvent imaginer une œuvre qui a été reconstituée tactilement, ils peuvent voir ce qui se trouve où, puisqu'ils ne le voient pas forcément bien avec leurs yeux, ils peuvent le ressentir. On a aussi des éléments qui font appel de nouveau au sens pour toucher des sculptures. Donc d'habitude dans le musée, on ne touche pas, hein, c'est quand même la règle de départ. Mais de temps à autre, c'est intéressant justement de transgresser cette règle pour permettre une expérience autre. Et donc ça fait partie du dispositif. Et puis il y a la question aussi de faire vivre le musée ailleurs. Donc on a les publics chez nous, il y a des questions aussi de faire déplacer les œuvres. Et donc là, on est maintenant dans une phase
que j'ai initié, de grands partenariats où l'idée c'est vraiment de prêter un nombre important d'œuvres pour des expositions à l'extérieur, puisque ça permet de mettre en valeur le musée et ses œuvres. Donc là, on a pour l'instant Fête et Kermesse flamande à Lille. Si vous passez par Lille, n'hésitez pas à aller au Palais des Beaux-Arts de Lille. C'est une collaboration avec le Louvre. Et c'est intéressant comme collaboration, parce qu'on prête à peu près un tiers des peintures, donc on est vraiment dans une vraie collaboration. On a une collaboration scientifique, donc on travaille ensemble sur le message. On a une réflexion sociétale, donc c'est sur le Fête et Kermesse flamande, mais un des grands thèmes, c'est comment on s'amuse en temps de guerre, qui est malheureusement une question de société actuelle. Comment est-ce qu'on représente ça? Et donc c'est tous des éléments qui sont constitutifs d'une réflexion pour que le public réfléchisse ses œuvres de nouveau autrement. Donc on ne se dise pas juste, oui, on a l'image de Bruegel, une fête, une kermesse, elle est évidemment là aussi, mais il y a toute la question du rôle politique de ces fêtes, hein, donc où on a, comme par hasard, le prince qui gagne le concours du meilleur archer, bon, hein, tout l'aspect. Mais tous ces éléments-là sont mis en avant aussi, et je pense que ça fait partie des projets qu'on essaye de mener en partenariat. Donc l'idée, celui-là a lieu maintenant. Le prochain, c'est avec le Petit Palais à Paris sur Bruxelles 1900. Et là aussi, c'est pour montrer toute la diversité culturelle qu'il y avait à Bruxelles en 1900. Et là, c'est une collaboration avec la KBR, donc la Bibliothèque Royale, pour l'aspect plutôt littérature, avec les musées royaux d'art et d'histoire pour l'aspect plutôt art décoratif, et puis nous pour les beaux-arts. Et c'est l'idée aussi de se dire, finalement, on peut réfléchir ces œuvres de manière différente en se disant, mais finalement, quel est le foisonnement culturel? Au lieu de le faire par objet, on le fait de manière transversale en regardant tous les arts et on le met en avant. Et ça fait partie, je pense, de la question sur comment est-ce qu'on fait penser le public différemment sur les œuvres, en se disant finalement c'est ça la richesse des collections, c'est aussi le travail scientifique. Donc c'est peut-être une des caractéristiques très spéciales de ce qu'on appelle les établissements scientifiques fédéraux. On n'est pas très nombreux, mais il y a encore quelques institutions qui ont du patrimoine, qui sont des institutions culturelles, qui sont au niveau fédéral, parce qu'elles ont ce côté scientifique. Et je pense que c'est aussi un élément important à mettre en avant, de dire finalement, quand on a cette réflexion par rapport au public, c'est aussi de dire, et ce qu'on disait un peu précédemment, c'est finalement quel est l'état de la science par rapport à cette œuvre, qu'est-ce qu'on sait sur cette œuvre, qu'est-ce qu'on sait sur le contexte, qu'est-ce qu'on sait sur l'ensemble des éléments. Et c'est quelque chose qui pour moi est aussi important, et aussi important de manière plus générale par rapport à la recherche. Donc voilà, j'ai mon passé ULB, mais quand on parle de recherche à l'extérieur, les personnes imaginent quelqu'un en blouse blanche qui va vous sauver du cancer. Ils n'imaginent pas qu'un historien de l'art fait de la recherche, mais il fait de la recherche. Et c'est extrêmement intéressant. Et ça fait partie des éléments qui sont spécifiques chez nous et pour lesquels on doit aussi proposer des expositions parfois plus pointues, mais qui montrent cette recherche parce qu'il y a une demande. Je pense que le public est intéressé. Hein, ce qui fonctionne très bien, c'est typiquement des œuvres où on radiographie, on montre qu'il y a une œuvre derrière l'œuvre. Hein. Ça, c'est bon, d'un point de vue un peu logique, on se doute bien que le peintre, il ne réussit pas son coup du premier coup. Et que, si on y réfléchit un peu sur le processus de création et qu'il recycle, du recyclage, on en a. Mais d'une certaine manière, montrer que c'est un processus créatif. Et la dernière grande exposition qu'on a eue au musée Royaux, c'était une exposition sur le geste créateur, drafts. Et l'idée, c'est de se dire, au lieu de voir l'esquisse comme quelque chose d'inachevé, comme quelque chose d'un peu bof, c'est de se dire, mais c'est le premier geste créateur de l'artiste. C'est un point de vue complètement différent. Ça veut dire qu'on ne voit pas ces esquisses comme quelque chose de pas fini, mais comme le début de quelque chose. Et de nouveau, si j'en crois le marché de l'art que je connais un peu, le marché de l'art, les esquisses, ça ne lui plaît pas. Il se dit, ouais, c'est pas fini ton truc. Alors que d'un point de vue vraiment création, c'est vraiment la première idée de l'artiste et c'est extrêmement intéressant. Voilà.